Vas-tu sérieusement porter ce misérable bout de chiffon à ton propre mariage? La voix de Sarafina siffla à travers le haut-parleur, si forte et stridente, telle une lame de scie rouillée raclant directement mes tympans. N'es-tu pas assez femme pour mettre une robe normale? Avant même que mes poumons ne puissent aspirer une bouffée d'air, la voix de mon père intervint, étouffant l'atmosphère de la pièce. Ce costume de monstre est une honte, Lorraine. Enlève ça immédiatement. Ne me fais pas passer pour un plouc devant mes partenaires commerciaux. Je me tenais parfaitement immobile, dans la cabine d'essayage glacial de la chapelle de la base de Quantico. Sous ce lourd uniforme en laine, se cachait un réseau de cicatrices, gagné en protégeant des milliers de vies. Pourtant, cela ne pouvait pas me protéger des lames tirées par mon propre sang. À la seconde exacte où j'ai levé la main pour déboutonner mon col et m'abandonner à mon sort, un lourd bruit sourd retentit. Une vibration, qui fit trembler la pierre des fondations, résonna de l'autre côté de la lourde porte en chêne. Mais avant que je ne vous dise exactement qui se tient derrière cette porte, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, et laissez un commentaire. Je vous comprends si vous avez déjà été rabaissé par votre propre famille. La punition silencieuse qui a suivi est quelque chose que personne, dans ma lignée, n'aurait jamais pu voir venir. La vibration de la porte remonta directement, à travers les semelles de mes bottes de combat. J'ai brusquement retiré ma main du bouton en laiton à ma gorge. Sur l'écran fissuré de mon téléphone, le chronomètre de l'appel tournait toujours, se moquant de moi. La voix de mon père transpira de nouveau par le haut-parleur. Elle était froide, dédaigneuse, et profondément imprégnée de la vieille fortune bourgeoise. J'ai payé pour cette chapelle. J'ai signé le chèque, Lorraine. Je t'interdis d'amener ces ordures militaires de Cambrousse ici pour ruiner ma liste d'invités VIP. Tu me fais honte. L'acide s'est retourné au creux de mon estomac, brûlant sa route le long de ma gorge. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas gaspillé une seule syllabe à essayer d'expliquer l'honneur, à un homme qui ne comprenait que les marges bénéficiaires. J'ai simplement pris le téléphone. Ma prise s'est resserrée sur l'appareil, jusqu'à ce que les articulations de mes doigts craquent, et que mes jointures deviennent blanches comme un os. D'un mouvement brusque et violent vers le bas, je l'ai fracassé contre le coin de l'épaisse coiffeuse en bois de rose. Crac! Le verre s'est brisé instantanément. De minuscules éclats dentelés ont mordu profondément la paume de ma main. Une goutte de sang a perlé, sombre et épaisse, mais le flux toxique à l'autre bout du fil était enfin mort. La pièce a plongé dans un lourd silence suffocant. Le seul son restant était le tic-tac rythmique et creux d'une montre à gousset vintage, posée sur le comptoir. J'ai ignoré la brûlure dans ma main, puis je me suis tourné lentement, faisant face au miroir en pied. 4 étoiles d'argent brillaient sous les lumières fluorescentes et crues, épinglées sur les épaules de mon uniforme bleu nuit. Ma main a bougé toute seule. J'ai tracé le col en laine rigide, mon pouce appuyant fort contre la cicatrice dentelée en relief, juste en dessous de ma clavicule. Un lance-roquettes irakien avait laissé cette marque, à Fallujah. Ce n'était pas un foutu costume. C'était une carte de survie, tissée par la trahison, la boue jusqu'aux genoux, le manque de sommeil, ainsi que la puanteur du diesel brûlé et de la mort. Et il voulait l'arracher. Ma propre chair et mon propre sang voulaient que je me débarrasse de la seule chose qui m'ait jamais protégé. Il voulait que je me drape dans une fine soie blanche et translucide, pour jouer le rôle du petit ornement silencieux et décérébré, lors de leur dîner d'affaires. Le dégoût m'a griffé le fond de la gorge, avec un goût de fer rouillé. J'ai redressé les épaules. J'ai serré la mâchoire si fort que mes dents m'ont fait mal. Il n'y aurait pas une seule larme aujourd'hui. J'avais beaucoup trop saigné dans le sable, pour pleurer sur ces gens. Dans le couloir, le claquement sec et rapide de talons aiguilles de créateur résonnait contre le sol en marbre. C'était Sarafina. Elle faisait les 100 pas juste devant ma porte tel un vautour, attendant que quelque chose meure. Je pouvais entendre son faux rire mielleux suinter à travers le bois massif. Elle était déjà là-bas, en train de limiter la casse, jouant le rôle de la grande sœur parfaite et posée, s'excusant auprès des gestionnaires de fonds spéculatifs et des élites de Wall Street pour sa sœur mentalement instable. C'était une embuscade digne d'un manuel militaire. Elle m'isolait, utilisant le nom de la famille pour couper mes lignes de ravitaillement, et me coincer, exactement comme des insurgés clouant au sol un avant-poste solitaire et isolé. J'ai fixé la poignée de porte en laiton. Elle semblait glaciale au toucher. Si je la tournais maintenant, si je marchais dans cette nef en portant cet uniforme, je marcherais tout droit vers un peloton d'exécution fait de jugement. Des centaines de paires d'yeux, prêtes à me disséquer,
à se moquer de moi devant mon propre hôtel. L'isolement s'est enroulé autour de mes côtes comme un étau, expulsant l'oxygène directement hors de mes poumons. J'ai fait 2 pas en arrière. Mes bottes ont frappé le sol en marbre avec un bruit sourd et délibéré. J'ai fermé les yeux très fort. J'ai essayé d'ancrer mon esprit qui s'emballait. J'ai récité L'homme dans l'arène de Theodore Roosevelt dans ma tête, essayant de me concentrer sur la saleté, la sueur et la gloire du combat. Cela n'a pas marché. Les ténèbres, derrière mes paupières, n'offraient aucune paix. Au lieu de cela, elles ont fait remonter une bobine de souvenirs sales et implacables, que je pensais avoir enterrés sous des couches de discipline militaire. Ce rejet n'était pas une attaque soudaine. Il ne s'agissait pas seulement d'une robe de mariée. C'était un siège psychologique, un siège qu'il mettait en place depuis des décennies. Tout avait commencé alors que je n'étais qu'une gamine maigre et silencieuse, assez stupide pour croire qu'un bulletin scolaire parfait obligerait enfin mon vieux père à me regarder avec une once de respect. Les murs d'un blanc immaculé de la chapelle de Quantico commencèrent à se déformer et à fondre. L'odeur vive de l'amidon et du polish pour cuivre s'évanouit de mes poumons, instantanément remplacée par l'air épais et suffocant de la dinde rôtie, de la sauce brûlée, et du cabernet hors de prix. Je tombais en arrière, perdant pied dans le présent, entraîné directement vers le souvenir d'une table à manger en chêne pourrissant. C'était Thanksgiving. J'avais 16 ans, et ce fut un véritable bain de sang. Je suis entré dans la salle à manger bondée, portant une simple feuille de papier, mes résultats au test d'aptitude universitaire, SAT, 1600, un score parfait. Je l'ai posé doucement sur le bord de la lourde table en chêne, juste à côté du verre à vin en cristal de mon père. L'espace d'une fraction de seconde, sa main s'est arrêtée. Il a regardé les chiffres imprimés. Les lignes rigides et critiques autour de sa bouche se sont réellement détendues. Il a ouvert la bouche, prenant une inspiration, se préparant à me poser des questions sur les candidatures aux universités de l'Ivy League. Il n'a jamais pu prononcer ces mots. Sarafina l'a coupé. Elle s'est penchée par-dessus la table, ses cheveux blonds tombant parfaitement sur son épaule. Elle a souri. C'était un sourire doux et sucré, lourdement teinté d'arsenic pur. « Oh, papa, Lorraine s'en sort très bien à l'école », a-t-elle dit, sa voix portant assez fort pour couvrir les bavardages de toute la pièce. Elle a rejoint l'équipe de lutte. Saviez-vous tous qu'elle peut plaquer au sol des garçons qui font 2 fois sa taille? C'est un monstre absolu sur le tapis. C'était une frappe chirurgicale et calculée. Avec 2 courtes phrases, elle a pris une réussite académique monumentale et l'a transformée en une blague grossière et laide. Elle m'a dépeinte comme un monstre masculin et massif, devant notre riche famille de dirigeants. La table à manger a explosé en un chœur de rire poli et moqueur. Quelques-uns de mes oncles ont eu un sourire en coin, secouant la tête, tandis que leurs yeux filaient d'un air de jugement vers mes épaules. L'expression de mon père s'est durcie instantanément. Le bref éclair de fierté dans ses yeux est mort, remplacé par un dégoût lourd et familier. Il a repoussé mon bulletin de notes comme s'il s'agissait d'une serviette sale. Il n'a posé aucune question sur l'université. Au lieu de cela, il s'est levé, a tapoté son verre, et a porté un toast bruyant à la nouvelle récompense de Sarafina en prise de parole en public, un trophée en plastique creux et dénué de sens, qu'elle avait acheté avec son charme manipulateur. Je suis resté assise là, au milieu d'une pièce bondée, complètement invisible. L'air bourdonné du tintement des lourdes fourchettes en argent contre la porcelaine fine, et des rires forts et odieux de l'élite. Mais à l'intérieur de ma poitrine, il n'y avait qu'un vide froid et résonnant. J'ai mis un morceau de dinde sèche dans ma bouche. Cela avait le goût de la cendre et du sel bon marché. C'est resté coincé dans ma gorge, amer et épais, refusant de descendre. J'ai serré ma fourchette en argent. J'ai pressé le manche en métal jusqu'à ce que mes jointures palpitent et que les tendons de mon poignet se tendent. J'ai enfoncé violemment les dents en métal à travers la viande, perçant la lourde assiette en carton décorative en dessous, creusant directement dans le bois de la table. Ils m'ont effacé juste là, dans ma propre maison, devant une 12aine de personnes. J'ai été exécuté publiquement sans qu'une seule balle ne soit tirée. Mais l'ultime trahison est survenue 2 ans plus tard. J'avais 18 ans. J'avais secrètement postulé pour une bourse du ROTC, afin de rejoindre le corps des marines des États-Unis. C'était mon seul billet de sortie. J'avais besoin d'une dernière lettre de recommandation cruciale de mon instructeur, pour garantir ma place. La date limite approchait à grands pas. Je vérifiais la boîte aux lettres chaque après-midi, sans exception. La lettre n'est jamais arrivée. Je savais qu'il ne fallait pas poser de questions.
Je me suis fié aux compétences d'observation silencieuse que j'avais développées, juste pour survivre dans cette maison toxique. Quand la maison fut vide, je me suis glissé dans la chambre de Sarafina. J'ai fouillé au-delà des chaussures de créateur et des robes en soie hors de prix. Tout au fond de son panier à linge, enfoui sous des vêtements sales, je l'ai trouvé, l'épaisse enveloppe militaire officielle. Elle était agressivement déchirée en deux. Je l'ai ramassée. Une odeur chimique agressive a frappé mon nez. Les bords du papier déchiré étaient maculés de vernis à ongles rouges foncés. La porte a cliqué derrière moi. Sarafina est entrée. Elle n'a pas tressailli. Elle ne s'est pas excusée. Elle s'est dirigée vers sa chaise en velours, s'est assise, et a croisé les jambes. Son visage était un masque d'une indifférence absolue et effrayante. Ces bidasses te mangeraient toutes crues, Lorraine, a-t-elle dit, inspectant nonchalamment ses ongles. Je l'ai caché pour te protéger. Tu es beaucoup trop fade et faible pour l'armée. Un jour, tu te mettras à genoux et tu me remercieras de t'avoir empêché de te ridiculiser. Je suis resté figé, tenant les morceaux déchirés de mon plan d'évasion. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas piqué de crise de colère. Je n'ai pas giflé son visage parfait et hypocrite. Se disputer avec un narcissique, c'est comme tirer des balles dans un mur de briques, vous finissez seulement par vous prendre le ricochet. J'ai baissé les yeux sur la lettre ruinée. L'odeur toxique de l'acétone m'a brûlé les narines. C'était une déclaration de guerre silencieuse. Je suis sorti de sa chambre dans un silence de mort. Je suis allé directement à mon bureau, mes yeux rivés sur un livre d'histoire resté ouvert sur le bois. Les mots de Theodore Roosevelt me dévisageaient dans la pénombre, le mérite appartient à l'homme qui est réellement dans l'arène, dont le visage est marqué par la poussière, la sueur et le sang. Si vous avez déjà vu votre dur labeur transformé en plaisanterie, par les personnes même qui étaient censées vous protéger, ou si vous avez déjà dû vous battre seul juste pour prouver que vous existiez, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Et commentez le mot survivant ci-dessous. Je lis chacune de vos histoires, et je sais exactement ce que fait ressentir cet isolement glacial. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Je n'ai pas préparé de valise. J'ai attrapé un sac polochon en toile délavée, et j'y ai fourré 2 tenues de rechange ainsi qu'une paire de bottes lourdes. Je n'ai pas laissé de mots. J'ai franchi la porte d'entrée de cette maison en chêne pourrissant, et je n'ai jamais regardé par-dessus mon épaule. L'air de la nuit était glacial, mordant mes bras nus. J'ai jeté le lourd sac en toile sur le siège passager de mon vieux camion Ford rouillé et cabossé. La portière s'est refermée avec un claquement métallique brutal. J'ai enfoncé la clé dans le contact et je l'ai tournée fermement. Le vieux moteur a rugi, un grognement mécanique fort et violent qui a brisé le calme de la rue de banlieue parfaitement entretenue. Un épais nuage d'échappement a englouti l'allée. J'ai écrasé ma lourde botte sur la pédale d'accélérateur. Les pneus ont crissé, s'agrippant à l'asphalte froid tandis que je fonçais à travers la nuit noire, me dirigeant tout droit vers le bureau de recrutement militaire de l'autre côté de la ville. Les jours où je mendiais une place à leur table étaient révolus. Ma campagne, pour acheter mon honneur avec mon propre sang, avait officiellement commencé. Le moteur rugissant de mon camion Ford rouillé a finalement laissé place à la chaleur brutale et étouffante du camp Lejeune, en Caroline du Nord. L'air à l'intérieur de la base était assez épais pour être mâché. Ça sentait la sueur rance, l'huile de fusil, et la testostérone pure et concentrée. Je portais la barre dorée de sous-lieutenant sur mon col, et dans cette unité de combat spécifique, cela faisait de moi une cible ambulante. Les hommes de troupe et les officiers subalternes m'appelaient la princesse de glace dans mon dos. J'avais gagné ce titre parce que je refusais de jouer à leur jeu. Je ne riais pas à leurs blagues vulgaires de vestiaire. Je ne souriais pas quand ils essayaient de me coincer au réfectoire. Je gardais mes bottes cirées, mon uniforme impeccable, et ma bouche fermée. Mon existence, dans leur rang, était une menace pour leurs égos fragiles. Mon ennemi principal ne portait pas de costume coûteux comme mon père. Il portait le même camouflage vert que moi. Le premier lieutenant Decker. Decker était un homme qui considérait la présence d'une femme dans une zone de combat comme une insulte personnelle à sa masculinité. Avant l'épreuve de survie obligatoire de 3 jours en solitaire dans l'arrière-pays de la Caroline, Decker était l'officier chargé de distribuer l'équipement. Je me tenais devant son bureau de ravitaillement. Il m'a regardé et a souri. C'était un rictus mince, semblable à celui d'un rat, qui m'a donné la chair de poule. Il a poussé une carte topographique pliée contre ma poitrine, et a laissé tomber une boussole militaire standard dans ma paume ouverte.
Bonne chance là-bas, lieutenant, a dit Decker, la voix dégoulinante d'une fausse inquiétude. Le marais devient sacrément sombre pour une fille toute seule. Je n'ai pas répondu. J'ai sécurisé mon équipement et je suis sorti. Je ne le savais pas encore, mais la grille de coordonnées sur cette carte était entièrement fabriquée. C'était un faux. La boussole qu'il m'avait tendue était délibérément démagnétisée. Il voulait que j'échoue. Il voulait que j'erre sans but dans le marais d'un noir d'encre, que je panique, que j'active la radio d'urgence, et que je pleure pour appeler une équipe de secours. Il voulait un enregistrement audio de mon échec, pour prouver à tout le bataillon que les femmes n'étaient que des fardeaux fragiles et inutiles. Minuit a sonné, le premier jour. Je me tenais jusqu'à la taille dans l'eau stagnante et pourrissante du marais. L'odeur de la végétation en décomposition et de soufre me frappait le fond de la gorge. L'obscurité était absolue. Elle engloutissait les arbres. Elle engloutissait le ciel. J'ai sorti ma radio de mon gilet tactique, et j'ai appuyé sur le bouton de transmission pour signaler mon premier point de contrôle. Des grésillements m'ont répondu. Le silence total. La fréquence était brouillée. J'ai baissé les yeux vers la boussole dans ma main. L'aiguille tournait paresseusement en un cercle inutile. J'ai compris exactement ce que Decker avait fait. Une recrue normale aurait paniqué. Elle aurait hurlé dans l'obscurité. Je n'ai pas gaspillé une seule calorie d'énergie dans la colère. J'ai baissé la main vers ma cuisse droite. Une branche d'arbre déchiquetée et immergée avait tranché net mon lourd pantalon de treillis. Du sang chaud coulait le long de ma jambe, se mélangeant à l'eau glaciale du marais. J'ai attrapé le tissu déchiré, j'ai mordu fort sur le bord, et j'ai arraché une longue bande. Je l'ai noué fermement au-dessus de la coupure sanglante, créant un garrot de fortune. J'ai basculé la tête en arrière. À travers une petite percée étroite dans la dense canopée de la forêt, j'ai trouvé l'étoile polaire. J'ai détaché une petite épingle de sûreté en laiton de la poche intérieure de ma veste de treillis. Je me suis accroupi dans la boue, j'ai trouvé un morceau lisse de roche d'ardoise, et j'ai frappé l'épingle contre la surface dure encore et encore, forçant une charge magnétique temporaire dans le métal. J'ai cueilli une feuille sèche sur une branche voisine, je l'ai placée sur une flaque d'eau calme peu profonde, et j'ai posé l'épingle dessus. Lentement, la pointe métallique a tourné. Elle s'est stabilisée, pointant plein nord. J'ai mémorisé le cap. J'ai jeté la fausse carte dans l'eau boueuse, et j'ai commencé à dessiner une nouvelle carte dans ma tête. 72 heures ont passé. Je n'ai pas eu une seule minute de sommeil. J'ai traîné mes lourdes bottes à travers une boue qui ressemblait à du béton humide. Les coutures épaisses de ma botte droite ont lâché le deuxième jour. L'eau sale du marais l'a inondée. La peau de mes orteils a cloqué, enflé, et s'est finalement déchirée contre le cuir mouillé. Des buissons de ronces géants ont arraché mon gilet en kevlar et déchiqueté la peau exposée de mes avant-bras. Le sang séché s'écaillait de ma peau à chaque pas que je faisais. Chaque mouvement était une pure torture angoissante. Mais j'avais une réserve inépuisable de carburant. Chaque fois que mes genoux tremblaient, chaque fois que mes poumons brûlaient pour réclamer de l'oxygène, je pensais à cette table à manger en chêne pourrissant. Je pensais à l'odeur du dissolvant sur ma lettre de bourse déchirée. Decker et ma famille étaient exactement de la même race de monstres. Ils voulaient que je rampe. Ils voulaient que je demande pitié et que j'accepte ma place tout en bas. Pas aujourd'hui. Pas jamais. J'ai serré la mâchoire, jusqu'à sentir le goût du cuivre dans ma bouche. J'ai sorti ma lourde machette en acier de son fourreau, et j'ai taillé farouchement à travers un épais mur de lianes. J'ai gardé la colonne vertébrale droite. J'ai marché en avant. L'aube s'est levée le 4e jour. À l'intérieur du poste de commandement chaud et brillamment éclairé, Decker était assis confortablement à une table pliante en métal. Il tenait un stylo rouge à la main, pleinement préparé à écrire mon nom sur la liste officielle des abandons. Je n'ai pas frappé. J'ai levé ma lourde botte couverte de boue, et j'ai donné un coup de pied au centre exact de la porte en bois. La porte s'est ouverte à la volée, claquant violemment contre la cloison avec un craquement de tonnerre. Je me tenais sur le pas de la porte. La boue noire du marais me recouvrait du col de mon cou, jusqu'à mes bottes ruinées. Mon visage était un quadrillage d'éraflures en sang, mais je me tenais raide. Je me tenais comme un pilier en acier renforcé. Je ne lui ai pas dit un seul mot. J'ai marché directement vers sa table, mes bottes laissant d'épaisses flaques d'eau marécageuse sur le sol propre en lino. J'ai levé la main et j'ai claqué un morceau de carton déchiré sur la surface métallique. Au dos du carton,
j'avais dessiné ma propre carte topographique, en utilisant un morceau de charbon de bois brûlé. J'avais marqué les coordonnées exactes d'extraction, avec une précision de 100%. Le poste de commandement semblait mortellement silencieux. Decker a laissé tomber son stylo rouge. Il fixait les lignes de charbon de bois, la mâchoire légèrement pendante sous le choc pur. Dans le coin opposé de la pièce, le général de brigade Vance était assis sur une chaise pliante en toile. Le légendaire commandant afro-américain a lentement levé la main et retiré ses lunettes de soleil sombre. Ses yeux perçants ont scanné mes bras en sang, la boue dégoulinante, et enfin, la carte précise sur la table. Il n'a pas applaudi. Il n'a offert aucune louange vide et condescendante. Il a simplement tendu la main, pris son café noir fumant, et l'a poussé à travers la table. La lourde tasse en céramique a glissé sur la surface métallique lisse, et s'est arrêtée juste devant ma main. Cette arène brutale avait officiellement courbé l'échine. J'ai enroulé mes doigts ensanglantés autour de la céramique chaude. La chaleur amère du café a fusé dans mes veines, mais ce n'était pas suffisant pour me préparer à la chaleur brûlante du désert irakien qui m'attendait ensuite. La chaleur amère du café noir du général Vance s'est évanouie instantanément, engloutie par le four étouffant à 50 degrés de la province d'Al-Anbar, en Irak. L'air, à l'intérieur du centre d'opération tactique, avait le goût de sable fin et de diesel brûlé. Les haut-parleurs des radios, fixés au mur, hurlaient. Une unité de reconnaissance des marines était clouée au sol dans un marché éventré et abandonné. La guerre urbaine est un véritable hachoir à viande, et ils étaient pris en plein dans ces mâchoires. On pouvait entendre le claquement supersonique des balles des AK-47 percées à travers les grésillements, immédiatement suivis par les cris rauques et désespérés d'un opérateur radio. Lourde perte, sommes cloués au sol. Nous avons besoin de la QRF tout de suite. La force de réaction rapide, QRF, hésitait. Les tirs croisés dans ce secteur étaient trop denses, une mission suicide garantie. Le protocole dictait ma place. En tant que capitaine d'état-major, mon travail consistait à rester assise en sécurité derrière un bureau en métal, à brasser de la paperasse, et à fixer les coordonnées rouges clignotantes sur le moniteur, alors qu'elle passait du statut « actif » à « tué au combat » qui a. Mais je n'étais pas faite pour rester assise derrière un bureau pendant que mes hommes se vidaient de leur sang dans la rue. J'ai repoussé violemment ma lourde chaise en acier. Elle a frappé le mur avec un grand fracas. J'ai attrapé mon fusil M4 sur le râtelier. J'ai enclenché un chargeur plein dans le puits. Le métal a cliqué, net et décisif. J'ai jeté mon lourd gilet en Kevlar sur mes épaules, j'ai verrouillé les plaques fermement contre ma poitrine, et je suis sorti directement sous le soleil aveuglant du désert. J'ai contourné les officiers qui hésitaient, je suis monté directement sur le capot du 1V blindé de tête, et j'ai frappé violemment la crosse en acier de mon fusil contre le toit. Passé la première, ai-je ordonné au conducteur à travers la vitre fissurée. On y va. Nous avons foncé dans la ville. C'était un labyrinthe de béton effondré et de fumée noire épaisse qui étouffait le soleil. L'air sentait la rouille et les pneus brûlés. L'embuscade s'est produite en un battement de cœur. Un hurlement aigu et assourdissant a déchiré la rue étroite. Un lance-roquettes, RPG. Il a percuté directement le flanc du véhicule devant nous. L'explosion fut assourdissante. Une énorme boule de feu orange et d'acier tordu a jailli dans le ciel. L'onde de choc m'a fait claquer des dents. Le convoi a pilé. Les marines se sont extirpées en hâte des transports de troupes, plongeant derrière des barrières en béton alors qu'une pluie de tirs de mitrailleuses lourdes s'abattait depuis les toits. La panique est un virus sur le champ de bataille, et elle se propageait vite. J'ai arraché le combiné radio du tableau de bord. Ma voix n'a pas tremblé. Elle a fendu les hurlements et les coups de feu, aussi froides et lourdes qu'une solide enclume de fer. À toutes les unités, ici le capitaine Owen. Vous allez tenir la ligne. Établissez un périmètre à 360 degrés tout de suite. Tir de suppression à 2 heures. Rocco, faites-moi un rapport des pertes. Cette discipline froide et impitoyable les a sortis de leur torpeur. La panique est morte. La mémoire musculaire et l'entraînement ont pris le relais. Ils ont épaulé leurs fusils et ont riposté, déployant un mur de plomb punitif. À travers l'épaisse poussière étouffante, je l'ai vu. Le sergent-chef Diaz. Le vieux chien de guerre était à terre. Son pantalon était peint d'un rouge sombre. Ses jambes étaient coincées de façon maladroite près des pneus arrière d'un camion de ravitaillement, qui brûlait actuellement de manière incontrôlable.
Les balles déchiquetaient l'asphalte, à quelques centimètres de sa tête, soulevant des éclats de roches tranchants. Personne ne pouvait l'atteindre sans se faire couper en deux par les tirs croisés. Je n'ai pas pensé à mon père. Je n'ai pas pensé à ma sœur, ou au dîner du country club. J'ai juste bougé. J'ai quitté mon abri, et j'ai sprinté directement dans la zone de mort. L'air s'est déchiré autour de moi. Quelque chose de brûlant et d'incroyablement lourd a percuté mon épaule gauche. C'était comme être frappé par une batte de baseball couverte de pointes dentelées. Des éclats d'obus. Du sang chaud a instantanément imbibé le côté gauche de mon gilet, coulant le long de mon bras. J'ai serré les dents, ravalant un cri. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas ralenti. J'ai glissé dans la poussière, à côté de Diaz. J'ai attrapé la lourde poignée d'évacuation en nylon, au dos de son gilet en Kevlar. J'ai planté mes bottes de combat à plat contre l'asphalte rugueux, utilisant chaque once de muscle explosif de mes jambes et de mon dos. J'ai tiré son poids mort en arrière. Nous avons raclé la rue abrasive, laissant une épaisse traînée sombre derrière nous. Je nous ai jetés tous les deux derrière un mur de briques effondré, juste une fraction de seconde avant que le camion en feu n'explose dans les airs. Du métal enflammé et des morceaux de caoutchouc ont plu sur nos casques. J'ai regardé Diaz. Il m'a regardé. Nous étions en sang, couverts de saleté, et vivants. Le monde est finalement devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, l'odeur de cordite et de sang avait disparu. Elle avait été remplacée par l'odeur acre et piquante de l'alcool à friction et des draps passés à l'eau de javel. Un respirateur bipait un rythme régulier et lent près de mon oreille. J'étais allongé dans un lit stérile au Centre médical militaire national Walter Reed, de retour sur le sol américain. Mon épaule gauche était lourdement bandée, une douleur sourde et implacable palpitant au fond de l'os. Je n'étais pas seul. Debout, au pied exact de mon lit, se trouvait le caporal Rocco. Son uniforme de treillis était froissé, et les ombres sous ses yeux ressemblaient à de sombres ecchymoses, mais sa posture était rigide. Il a fait un pas en avant. Il n'a pas offert de faux sourires mielleux. Il n'a pas jugé mes cheveux en bataille, mon visage pâle, ou mon absence de maquillage. Il a simplement plongé la main dans un sac en plastique, en a sorti une canette de Coca-Cola glacée, et l'a posée sur ma table de chevet. Puis il a fait un pas délibéré en arrière. Ses bottes ont claqué l'une contre l'autre. Le craquement sec de ses talons a résonné comme un coup de feu dans la chambre d'hôpital silencieuse. Un salut parfait, tranchant comme un rasoir. « Merci, madame », a-t-il dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle était chargée d'une loyauté absolue et indestructible. Valkyrie. Une Valkyrie, celle qui choisit les morts, la protectrice des guerriers sur le champ de bataille. En regardant Rocco, j'ai réalisé la vérité amère. Ma famille biologique voulait enterrer mon identité pour protéger leur réputation dans les fonds spéculatifs. Mais ces hommes, ces étrangers avec un ADN complètement différent, étaient prêts à prendre une balle pour moi, simplement parce que j'avais fait mon travail et protégé leurs arrières. J'avais enfin trouvé ma vraie famille. Elle n'avait pas été forgée autour d'une table à manger en acajou. Elle avait été forgée dans la boue, le sang, et les coups de feu. J'ai fermé les yeux, appuyant ma tête contre l'oreiller, prête à embrasser le premier instant de paix véritable que j'avais ressenti depuis des années. Mais le silence n'a pas duré. Dans le coin opposé de la pièce stérile, un clic électronique aigu a résonné. La télévision fixée au mur s'est allumée, et le cauchemar toxique que je pensais avoir laissé derrière moi, s'est engouffré directement dans mon sanctuaire. Le clic électronique sec de la télévision murale avait brisé le lourd silence respectueux que le caporal Rocco venait de laisser derrière lui, dans ma chambre d'hôpital. J'ai roulé la tête contre l'oreiller raide, parfumé à l'eau de javel. Les informations du matin hurlaient sur l'écran plat, et elle était là, Sarafina. Elle était assise sur un canapé en cuir moelleux, dans un studio de télévision nationale très lumineux. Elle portait une robe sombre de créateur, sur mesure, respectueuse mais indéniablement hors de prix. Son maquillage était impeccable, stratégiquement appliqué pour la faire paraître épuisée, comme une femme qui serait restée éveillée pendant des jours, à prier pour sa petite sœur. Elle tamponnait le coin de ses yeux avec un mouchoir en papier, forçant quelques larmes de crocodile bien répétées, tandis que le présentateur l'interrogeait sur le chagrin d'amour des familles de militaires. Puis, le moniteur du studio a diffusé une infographie derrière sa tête. Mon estomac est tombé comme un poids de plomb. C'était une photographie de moi. La photo de l'évacuation médicale prise sur le tarmac poussiéreux,
juste après qu'on nous ait sortis d'Al-Anbar. Mais elle était complètement massacrée. Ils l'avaient recadrée. Ils avaient numériquement flouté les barres d'argent de capitaine épinglées à mon col. Ils avaient complètement coupé le sergent-chef Diaz, ainsi que les 2 autres marines qui portaient physiquement mon corps en sang jusqu'à l'hélicoptère. Tout ce qui restait dans le cadre était mon visage, pâle, barbouillé de boue noire et de sang séché, ayant l'air terrifié, petit, et incroyablement faible. Elle avait effacé mon grade. Elle avait effacé mes frères. Elle avait effacé la fusillade. Sarafina avait piraté mon sang, et l'avait transformé en une histoire pathétique et bon marché, juste pour extorquer des dons à un public de télévision crédule en pleine journée. C'était la forme ultime du vol de mérite militaire. Mon téléphone portable a vibré violemment contre la tablette en métal près de mon lit. L'écran s'est allumé. Papa. J'ai balayé le verre fissuré et porté le téléphone à mon oreille. Il n'a pas demandé si j'étais réveillé. Il n'a pas demandé si les éclats d'obus avaient brisé ma clavicule, ou si les chirurgiens avaient réussi à retirer tout l'acier déchiqueté de mon dos. Sa voix était chargée de l'adrénaline agressive et frénétique d'un requin de Wall Street qui vient de sentir du sang frais dans l'eau. « Lorraine, tu as été géniale, a-t-il dit. » Je pouvais entendre le tintement des verres en cristal onéreux et le bourdonnement sourd d'une salle de conférence d'entreprise, en arrière-plan. « Fais profil bas. Reste faible. Reste fragile. » Le fonds de charité pour les vétérans de Sarafina engrange des millions de dons civils ce matin. Mes partenaires commerciaux adorent cet angle patriotique de la famille en deuil. Ne parle pas à la presse. Ne gâche pas ça pour nous. Garde la bouche fermée. Et laisse ta sœur s'occuper des relations publiques. Une vague massive de nausées m'est remontée dans la gorge, acide et épaisse. J'ai fixé le tube en plastique transparent de la perfusion, scotché sur le dos de ma main. La solution saline froide s'écoulait régulièrement dans ma veine. Ça m'a frappé, à cet instant précis. Une vérité froide, brutale, et indéniable. Ils ne voyaient pas mon sacrifice. Ils ne voyaient pas les lourds sacs mortuaires noirs, alignés sur le tarmac brûlant de la base aérienne de Douvres. Pour eux, le sang d'un marine des États-Unis n'était rien de plus qu'une poudre cosmétique bon marché, à étaler sur leur bilan comptable pourrissant. Je n'étais pas une fille. J'étais une déduction fiscale, un accessoire sanglant à exploiter pour obtenir un levier social. J'ai tendu ma main droite. J'ai attrapé l'embout en plastique dur de la perfusion scotché à ma peau. Je n'ai pas appelé l'infirmière. Je n'ai pas demandé la permission. Je l'ai arraché d'un coup sec. Le ruban adhésif médical épais a déchiré ma peau. La grosse aiguille en acier a glissé hors de ma veine avec un pincement aigu. Du sang sombre et chaud a immédiatement perlé sur le dos de ma main, goûtant lourdement sur les draps d'hôpital blancs et impeccables. Je n'ai pas pris de pansement. Je m'en fichais. Il était temps d'appliquer une stricte discipline de combat à ma propre lignée. Vous coupez la chaîne d'approvisionnement de l'ennemi. Vous brûlez le pont. J'ai appuyé sur le clavier et j'ai composé le numéro de portable privé de Sarafina. Elle a décroché dès la toute première sonnerie. Lorraine, nous sommes en tendance sûre. Je ne l'ai pas laissé finir. Ma voix était un bloc de glace solide. Elle portait exactement le même ton lourd de bourreau que j'utilisais pour verrouiller les troupes paniquées, dans les ruelles fumantes de Fallujah. Écoute-moi très attentivement, Sarafina, ai-je dit, ma voix tombant dans un murmure grave et dangereux. Le sang de mes marines n'est pas un accessoire pour ton compte en banque. Ne mets plus jamais mon visage sur un écran. Ne prononce plus jamais mon nom à la presse. Tu es terminé. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, et j'ai appuyé sur le bouton rouge de fin d'appel avant même qu'elle ne puisse reprendre son souffle pour argumenter. Je ne me suis pas arrêté là. Mon pouce a plané au-dessus du nom de son contact. J'ai appuyé sur bloquer. J'ai fait défiler jusqu'au numéro de mon père. Bloqué. J'ai fait défiler ma liste de contacts, traquant chaque tante, chaque oncle, chaque parasite d'entreprise qui s'était assis à cette table de Thanksgiving et qui avait ri, pendant qu'on m'effaçait. Bloqué. 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 J'ai construit une clôture de barbelés permanente et impénétrable autour de ma vie, avec quelques pressions agressives sur un écran en verre. Je les ai effacés de la carte. J'ai excommunié ma propre famille, les dépouillant de tout droit d'exister dans ma réalité. Si vous avez déjà vu vos propres traumatismes, vos souffrances, ou vos plus dures réussites, piratées par des membres de famille toxiques qui voulaient seulement se donner une bonne image,
cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et commentez ou coupez les ponts aussi dessous. Je sais exactement à quel point ça fait mal de réaliser que votre famille vous utilise, juste pour sa propre image. Parfois, construire un mur de béton absolu est la seule façon de survivre. Le téléphone a émis un doux bip électronique final, lorsque le dernier blocage a été enregistré dans le système. J'ai jeté l'appareil au pied du matelas. L'écran est devenu noir. La télévision était déjà sur silencieux. La chambre d'hôpital a plongé dans un silence profond, lourd et absolu. Il n'y avait que moi. Le lent goutte à goutte de sang sur mes jointures, et un espace tout neuf et terriblement vide, là où se trouvait mon passé. Le silence dans cette chambre d'hôpital n'a pas duré. Je ne l'ai pas permis. J'ai comblé l'espace vide laissé par ma famille, avec une toute nouvelle guerre. Les années ont passé. J'ai gravi les échelons, échangeant mes bottes de combat contre les chaussures en cuir ciré du Pentagone, épinglant finalement 4 étoiles d'argent à mon col. Mais le véritable champ de bataille n'était plus au Moyen-Orient. Il se trouvait dans les allées et les garages sombres des hommes et des femmes qui rentraient au pays avec nous. Je me tenais sous la lumière éblouissante et stérile de la morgue du comté, fixant un morceau de papier froissé et taché de sang, dans un sac à preuve. Il appartenait au caporal Evans. C'était l'un des meilleurs tireurs d'élite que j'ai jamais eu le privilège de commander. 2 jours plus tôt, l'hôpital des anciens combattants, VA, avait rejeté sa demande de traitement psychiatrique d'urgence. Il lui avait dit de remplir un formulaire et d'attendre 6 mois. La nuit dernière, il avait verrouillé les portes de son garage, allumé son moteur, et laissé le monoxyde de carbone faire ce que les insurgés n'avaient pas pu faire. Son écriture était un gribouillis désespéré et irrégulier. La toute dernière ligne disait « La générale Owen est la seule qui m'ait jamais vue ». Ce morceau de papier semblait plus lourd qu'une plaque d'armure en titane. Le chagrin menaçait d'écraser mes poumons, mais je les repoussai de force vers le bas, le transformant en un bloc de fer froid et dur au fond de mon estomac. Je refusais de laisser mes hommes mourir en faisant la queue. J'ai rédigé le projet Aegis, un réseau de défense psychologique massif et agressif, conçu pour contourner le système défaillant du VA et apporter une aide immédiate aux vétérans de combat. Pas de paperasse, pas de liste d'attente. Mais un bon plan sans financement n'est qu'un vulgaire bout de papier. J'ai emmené la proposition directement dans l'anneau du Pentagone. Je me tenais au garde-à-vous devant un lourd bureau en acajou, présentant le budget à un général 3 étoiles, qui n'avait pas vu un grain de poussière depuis la guerre du Golfe. Il était affalé dans son fauteuil en cuir surdimensionné, mâchouillant le bout d'un cigare éteint. Il a à peine survolé le résumé analytique. Il a jeté mon épais dossier en carton directement dans la poubelle en métal, à côté de son bureau. Les cas psychiatriques sont un mauvais retour sur investissement, Owen, a-t-il ricané, se penchant en arrière et posant les mains sur son ventre. Nous avons besoin de tireurs. Nous avons besoin de systèmes d'armes de nouvelle génération. Nous n'avons pas besoin d'une salle de thérapie à 1 milliard d'euros pour des bidasses qui ne savent pas gérer un peu de mauvais temps dans leur tête. L'air dans le bureau est devenu glacial. Il parlait exactement comme mon père. C'était exactement le même mépris d'entreprise toxique pour la vie humaine. Pour eux, nous n'étions que des outils cassés, des passifs sur une feuille de calcul. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas frappé du poing sur son bureau en acajou, ni supplié pour un peu de décence fondamentale. J'ai verrouillé mes genoux. J'ai gardé mon menton parfaitement parallèle au sol. J'ai fait 2 pas en avant, je me suis penché, et j'ai sorti mes dossiers de la poubelle. J'ai lissé les coins froissés avec le plat de mon pouce. Compris, monsieur, ai-je dit, d'une voix totalement neutre. J'ai tourné les talons et je suis sorti. S'ils voulaient traiter mes marines comme un mauvais investissement, je devais parler leur langue. Je n'avais pas besoin d'un discours enflammé. J'avais besoin de données. J'avais besoin d'artillerie lourde, construite à partir de chiffres froids, durs et indéniables. C'est là que Julian Croft est entré dans les tranchées avec moi. Julian ne portait pas d'uniforme. Il était analyste stratégique des données, un civil, pour le département de la Défense. Il portait d'épaisses lunettes à monture d'écaille, retroussait les manches de ses chemises en coton bon marché, et vivait pratiquement de café noir brûlé à 3 heures du matin. Chaque homme dans ce bâtiment marchait sur des œufs autour de mes 4 étoiles, ou m'en voulait de les avoir. Julian se fichait du métal sur mon col. Il ne tressaillait pas devant la cicatrice dentelée qui remontait le long de mon cou. Il me regardait droit dans les yeux, et respectait le cerveau à l'intérieur de mon crâne.
Nous avons passé 6 mois à travailler dans un bureau en sous-sol, sans fenêtre. Les lumières fluorescentes bourdonnaient à un rythme implacable, à donner la migraine. Pendant que je tirais les rapports de combat bruts, Julien restait assis derrière 3 moniteurs lumineux, ses doigts volant sur le clavier. Il a pris les larmes, les terreurs nocturnes, et le sang de mes marines, et les a codés en algorithmes tranchants comme des rasoirs. Il a construit des modèles prédictifs, qui ont prouvé au euro près, que laisser un vétéran qualifié mourir de syndrome de stress post-traumatique coûtait 10 fois plus cher au gouvernement que de financer le projet Aegis. Il a transformé la vérité en arme. Nous avons pris cet énorme classeur de données blindées, et l'avons déposé directement sur le bureau du comité des forces armées du Congrès. Nous les avons acculés avec leur propre logique. Ils se sont étouffés avec les chiffres, et ont finalement autorisé le budget. Julien est devenu mon point d'ancrage. Il était le bourdonnement calme et constant de la logique, dans une vie qui était entièrement définie par le chaos. Il ne m'a jamais demandé de m'adoucir. Il ne m'a jamais dit de laisser mon armure à la porte. Il est resté juste à mes côtés, tenant la ligne. C'est arrivé un mardi. Il était 2 heures du matin. Nous étions assis dans ma cuisine exiguë. Le sol en lino était froid. La table était ensevelie sous une montagne d'approbation budgétaire et de tasses de café vides. Je me frottais les yeux brûlants, épuisé jusqu'aux os. Julien a plongé la main dans sa poche. Il ne s'est pas mis à genoux. Il n'y avait pas de rosor de prix, pas de quatuor à cordes, pas d'apparat bourgeois falsifié. Il a simplement sorti une bague en argent, simple et non polie, et l'a fait glisser sur la table de la cuisine. Elle s'est arrêtée juste sur le dessus d'un mémo classifié du département de la Défense. J'ai regardé la bague, puis j'ai levé les yeux vers lui. Il a repoussé ses lunettes sur l'arête de son nez, et a soutenu mon regard. « Allons-nous surveiller les arrières l'un de l'autre pour le reste de nos vies, général ?» a-t-il demandé. Sa voix était d'un sérieux absolu, complètement dépouillée de toute absurdité romantique. C'était un engagement tactique. J'ai regardé cet homme, un civil, qui comprenait la loyauté mieux que quiconque avec qui je partageais mon sang. J'ai posé mon stylo. J'ai pris la bague en argent, je l'ai glissée à mon doigt, et j'ai hoché la tête. J'avais enfin un havre de paix permanent. Mais dans mon monde, la paix ne dure jamais. L'éclat discret de cette bague en argent était un énorme angle mort. Car à la seconde exacte où la nouvelle de mes fiançailles a fuité hors du Pentagone, elle a allumé une allumette juste au-dessus de l'ego, imbibé d'essence, de la sœur que j'avais bannie de ma vie. La nouvelle de mes fiançailles s'était échappée du Pentagone comme du sang dans une eau infestée de requins. Il a fallu moins de 48 heures pour que les rumeurs n'atteignent Sarafina. Et à la seconde précise où elle a réalisé que je construisais une vie entièrement hors de son contrôle, elle a perdu la tête. Elle a lancé son ultime et désespérée attaque. Elle ne m'a pas affronté en personne. Elle était bien trop lâche pour ça. Elle l'a fait sur Twitter. Mon téléphone portable a commencé à vibrer contre mon bureau. Un ping implacable et aigu de notifications, se déclenchant comme une alarme incendie. J'ai déverrouillé l'écran. La publication était un chef-d'œuvre de manipulation mondaine. C'était une photographie haute définition, mise en scène. Une lourde botte de combat, couverte de boue, écrasant brutalement le coin d'un gâteau de mariage blanc immaculé à plusieurs étages, le glaçage à la vanille écrasé se mélangeant aux traces de pneus en caoutchouc sale. La légende en dessous dégoulinait d'arsenic pur et concentré. Quand tu ne fais pas la différence entre un champ de bataille et un hôtel. Félicitations à ma petite sœur, violente et assoiffée de pouvoir. Priez pour le marié. Internet est un hachoir à viande, et ma propre chair et mon sang venaient de me jeter directement dans les lames. La photo est devenue virale avant midi. Des blogs de potins de pacotille et des trolls d'Internet, terrés dans leur sous-sol, ont envahi le fil d'actualité comme des mouches sur une charogne. Ils m'ont mise en pièces. Ils m'ont dépeinte comme une brute massive et déséquilibrée en uniforme. Un monstre violent arrachant tout le romantisme et la féminité d'un jour de mariage. Ils m'ont appelé une machine de guerre cassée essayant de jouer à la poupée. Mon téléphone personnel s'est allumé ensuite. Des SMS de tantes, d'oncles et de cousins ont inondé l'écran. Vas-tu sérieusement porter des bottes de combat jusqu'à l'hôtel? Essaie de ne pas tirer sur le prêtre, Lorraine. Ils voulaient une réaction. Ils voulaient que je me traîne dans la boue pour crier, et que je me batte avec eux dans les sections de commentaires, pour qu'ils puissent pointer leurs doigts et me qualifier d'instable. Ils voulaient me noyer dans le même marécage psychologique dans lequel ils m'avaient maintenu à mes 16 ans.
J'étais assise seule dans mon bureau du Pentagone. Les néons du plafond étaient éteints. La seule illumination provenait du reflet froid et dur de l'écran d'ordinateur, qui balayait mon visage. J'ai pris ma tasse en céramique. Le thé noir était à température ambiante et amère. J'ai pris une gorgée lente. Je n'ai pas tapé une seule lettre. Je n'ai pas publié de communiqué de presse. J'ai utilisé mon silence absolu comme un lourd bouclier de fer. Sarafina était un maître de la manipulation dans les salles à manger des country clubs. Elle savait comment se jouer des milliardaires d'entreprises et des animateurs de télévision en journée. Mais elle avait fait une erreur de calcul fatale et catastrophique. Elle avait oublié à qui j'appartenais. Elle avait oublié qui je commandais. Elle pensait attaquer un bouc émissaire seul et isolé. Elle n'avait pas réalisé qu'elle venait de jeter un caillou dans un nid de frelons rempli de tueurs entraînés. Cela a commencé vers minuit. Un lent filet d'abord, puis un raz-de-marée massif et imparable. Des dizaines de milliers de marines en service actif, de vétérans de combat à la retraite, et de familles Gold Star, familles ayant perdu un proche au combat, se sont réveillées, ont vérifié leur téléphone, et ont vu le manque de respect absolu dirigé contre un général 4 étoiles. Ils n'ont pas attendu mes ordres. Ils ont porté le combat directement à sa porte d'entrée. Ils ont détourné son hashtag toxique. En 12 heures, fut complètement rayé de la page des tendances. Il fut écrasé, enterré sous le poids d'un tout nouveau cri de guerre, Honneur Valkyrie. La vérité n'avait pas besoin d'une agence de relations publiques habile pour se défendre. La vérité a rugi de la bouche des loups protégeant leur meute. Le fil d'actualité s'est rafraîchi. L'écran a explosé avec un type d'image complètement différent. Des milliers. Des femmes officières militaires se tenant fièrement devant leur hôtel, portant le bleu nuit de leur uniforme de cérémonie. Des médailles d'argent brillant sur de la soie blanche. Des vétérans de combat postant des photos de leurs propres cicatrices d'éclats d'obus, défendant farouchement l'honneur de l'uniforme que Sarafina avait essayé de traîner dans la boue. Une publication m'a figé sur place. Elle venait d'une mère Gold Star. Elle avait posté une photo du drapeau américain plié de son fils. La légende disait, la générale Owen a tiré mon garçon du feu pour que je puisse l'enterrer à la maison. Qu'avez-vous déjà porté d'autre, à part un sac à main de créateur? Ensuite, les marines ont braqué leur viseur directement sur ma sœur. Des milliers de commentaires ont inondé les comptes de réseaux sociaux parfaitement entretenus de Sarafina. Ils ont arraché son masque de fausse fondatrice d'œuvres de bienfaisance. Ils l'ont frappée avec la discipline froide et brutale des rangs enrôlés. Ils l'ont exposée pour ce qu'elle était exactement, une imposture amère et creuse, exploitant le sang des vétérans pour son statut social. Sa boîte de réception s'est effondrée sous le poids de l'assaut. Son équipe de relations publiques d'entreprise a paniqué, et a verrouillé ses comptes, les rendant privés. Elle avait essayé de m'enterrer dans la boue, mais elle avait creusé sa propre tombe sociale devant le pays tout entier. L'océan bleu sombre du corps des marines des États-Unis avait englouti sa réputation d'élite, tout entière. J'ai reposé ma tasse en céramique sur le bureau. Le tintement aigu a résonné dans le bureau sombre. Je me suis penché en avant et j'ai claqué mon ordinateur portable pour le fermer. La guerre numérique était terminée. J'avais gagné sans tirer un seul coup de feu. Mais un écran d'ordinateur n'est fait que de verre et de câbles. Je savais que le vrai combat n'était pas fini. Le souvenir de ce sombre bureau du Pentagone s'est dissipé dans la réalité rude et glaciale du présent. J'ai cligné des yeux. Mes poumons se sont remplis de l'odeur vive du polish pour cuivre et de la laine épaisse. Je n'étais plus assise à mon bureau. Je me tenais dans la cabine d'essayage glacial de la chapelle de la base de Quantico. Le tic-tac creux de la montre à gousset vintage revenait à mes oreilles. La confrontation physique m'attendait juste de l'autre côté de cette lourde porte en chêne. J'ai lissé les 4 étoiles d'argent épinglées à mes épaules. J'ai tendu la main. Mes doigts nus se sont enroulés autour de la poignée en laiton glacé. Mes jointures se sont serrées, les articulations craquant dans la pièce silencieuse. J'ai pris une grande inspiration, me préparant à pousser la porte, et à affronter le peloton d'exécution de ma propre famille. Mais avant même que je puisse tourner le bouton, le sol en béton massif sous mes bottes de combat s'est mis à trembler violemment. L'écran brisé de mon téléphone gisait, mort, sur la lourde coiffeuse en bois de rose. De minuscules éclats de verre dentelé creusaient toujours la paume douce de ma main. Une unique goutte de sang sombre avait perlé et séché, tendue contre ma peau. Je ne l'ai pas essuyé. J'avais raccroché le téléphone. J'avais coupé le flux.
J'avais fait tomber un mur de béton permanent entre moi et le poison toxique craché par mon père et Sarafina, mais couper le fil n'arrêtait pas l'hémorragie. L'isolement absolument suffocant de la cabine d'essayage de la chapelle de la base de Quantico s'est refermé autour de ma gorge, comme un étau. C'était le jour de mon mariage. Il n'y avait pas de tante frappant à la porte avec des flûtes de champagne hors de prix. Il n'y avait pas d'oncle riant dans le couloir, ajustant leur cravate en soie. Il n'y avait pas de cousine encombrant la pièce pour m'aider à épingler mes cheveux. Il n'y avait rien, juste une pièce froide, au panneau de chêne vide, et le tic-tac creux et implacable d'une montre à gousset vintage posée sur le comptoir. Ils avaient fait leur choix. Ils étaient restés dans le hall principal, se joignant au boycott silencieux et calculé de mon père. Ils attendaient là-bas comme des vautours. Ils s'attendaient pleinement à ce que je craque. Ils pensaient que le poids lourd et écrasant de leur silence collectif me forcerait à enlever cet uniforme militaire, à mettre une fine robe en soie blanche, et à sortir dans la nef comme une petite marionnette docile et sans cervelle pour leur séance photo d'entreprise. Je me suis détourné de la coiffeuse. J'ai marché lentement vers le miroir en pied, dressé dans le coin de la pièce. Mes lourdes bottes de combat ont résonné contre le sol en marbre froid, le son ricochant sur les murs nus. Je me suis arrêté. J'ai fixé le reflet de la femme piégée dans le verre. Mes doigts rugueux et calleux se sont levés d'eux-mêmes. J'ai tracé le bord du col raide en laine bleu nuit. J'ai passé mon pouce sur le petit bloc émaillé de couleurs, soigneusement épinglé au-dessus de ma poche de poitrine gauche. Le ruban d'action au combat. Les bords en métal dur ont mordu profondément dans ma peau. Ce n'était pas juste un morceau de tissu. À la seconde exacte où mes doigts l'ont effleuré, l'air climatisé glacial de la chapelle a disparu. J'ai senti la chaleur brûlante à 50 degrés d'alambar, me calciner l'intérieur des poumons. J'ai senti la puanteur lourde et suffocante du diesel brûlé, du caoutchouc fondu, et du blindage carbonisé d'un AV. J'ai entendu les hurlements. J'ai goûté le cuivre amer du sang au fond de ma gorge. Cet uniforme bleu foncé n'était pas un costume. C'était un journal intime physique. Chaque fil épais était tissé à partir du sang, de la sueur et des violentes respirations finales des marines, qui étaient morts sur l'asphalte, pour que je puisse me tenir dans cette pièce aujourd'hui. Si j'enlevais cet uniforme juste pour protéger l'ego fragile d'un homme d'affaires superficiel de Wall Street et d'une sœur narcissique, je trahirais le seul vrai sang qu'il me restait. Cette pensée m'a retourné l'estomac. Un bloc de fer froid et solide s'est installé au fond de ma poitrine. Le doute est mort. L'hésitation s'est évaporée. La détermination s'est changée en acier massif. Dehors, dans la nef principale, les lourds tuyaux métalliques de l'orgue de la chapelle ont commencé à bourdonner. L'organiste a joué quelques accords brisés et décousus, s'échauffant pour une cérémonie qui partait rapidement en morceaux. À travers l'étroite fente sous la lourde porte en chêne, le bruit de la foule a fuité dans ma pièce. Je pouvais entendre le cliquetis sec et arrogant des talons de créateurs, faisant les 100 pas sur les sols en pierre. J'entendais les murmures bas et suffisants des riches cadres d'entreprise. J'entendais le faux rire aigu de gens qui pensaient venir de gagner une guerre sans se salir les mains. Ils plastronnaient là dehors. Ils croyaient sincèrement que la pression sociale de la haute bourgeoisie et la menace d'une humiliation publique totale briseraient la colonne vertébrale de la fille défectueuse. Ils voulaient que je rampe hors d'ici, brisé et embarrassé, pour mendier une place à leur table. Ma poitrine s'est soulevée et abaissée. J'ai fermé les yeux. J'ai commencé à compter dans ma tête. Inspiré pendant 4 secondes. Bloqué pendant 4 secondes. Expiré pendant 4 secondes. Bloqué pendant 4 secondes. La respiration tactique en carré. Cela a ralenti mon rythme cardiaque qui s'emballait. Cela a expulsé le bruit toxique des mondains, entièrement hors de mon crâne. Je n'avais pas besoin d'un père pour m'accompagner jusqu'à l'hôtel. Je n'avais pas besoin d'un premier rang rempli de proches hypocrites et perfides. J'allais marcher là-bas, complètement seul. J'allais marcher directement sous le feu croisé mortel de leur regard moqueur, et prouver qu'un marine des États-Unis ne bat jamais en retraite, même lorsque l'ennemi partage son propre ADN. J'ai ouvert les yeux, la concentration froide d'un commandant sur le champ de bataille, verrouillé en place. J'ai fixé les 4 étoiles d'argent épinglées sur les épaules de mon uniforme. J'ai brossé une unique particule de poussière de la laine sombre. J'ai tourné le dos au miroir, et j'ai marché droit vers la lourde porte en chêne. J'ai tendu la main. J'ai enroulé ma main nue autour de la poignée glaciale en laiton. Le métal froid m'a ancré. Mes jointures se sont serrées,
les articulations craquant bruyamment dans la pièce silencieuse. J'ai serré la mâchoire, pleinement préparé à tourner la poignée, à pousser le bois lourd, et à sortir devant le peloton d'exécution. J'ai pressé le laiton, mais avant que je ne puisse appliquer la moindre once de pression pour tourner le bouton, le sol a bougé. Une secousse massive et profonde a traversé les fondations solides en béton de la chapelle. Elle a voyagé directement vers le haut, à travers les épaisses semelles en caoutchouc de mes bottes, faisant trembler les os de mes jambes. C'était une vibration basse et tonitruante. Cela ressemblait exactement à un tremblement de terre. Mais ce n'était pas un tremblement de terre, et ce n'étaient pas les pas d'une seule personne. C'étaient les pas de marche synchronisés, lourds et parfaitement disciplinés de centaines de bottes de combat, frappant le sol en pierre exactement au même moment. Le bruit était assourdissant. La lourde porte en chêne, de 8 cm d'épaisseur devant moi, a commencé à trembler violemment dans son cadre. Les charnières en laiton ont cliqueté et gémi sous la pression d'une force physique massive et écrasante, qui venait de s'immobiliser, juste de l'autre côté. Ils n'ont pas frappé. Ils n'ont pas tourné la poignée. Le bois s'est fendu avec un craquement assourdissant, et la lourde porte en chêne a été violemment expulsée de ses gonds. La lourde porte en chêne ne s'est pas contentée de s'ouvrir. Elle a explosé vers l'intérieur. Le bois épais a percuté violemment le mur de la chapelle. Les charnières en laiton ont cédé avec un hurlement métallique perçant. Un épais nuage de poussière blanche de plâtre a plu sur le sol en marbre. Je n'ai pas tressailli. J'ai lâché la poignée en laiton, et j'ai fait un pas en avant, hors de la cabine d'essayage. Au centre de l'encadrement de la porte se tenait le sergent-chef Diaz. Ses cheveux étaient complètement gris désormais, coupés à ras du cuir chevelu. Il portait son uniforme complet bleu de cérémonie, les chevrons dorés sur ses manches tranchant comme des rasoirs. Il n'avait pas d'invitation pour ce mariage. Il n'en avait pas besoin. Ses yeux étaient injectés de sang, verrouillés sur les miens avec une intensité qui brûlait à travers la poussière. Mais Diaz n'était pas seul. J'ai regardé par-dessus ses épaules. La gigantesque nef voûtée de la chapelle de Quantico était complètement pleine. C'était un océan absolu de bleu nuit et de rouge sang. 500 marines des États-Unis. Ils avaient afflué des bases de toute la côte est. Ils se tenaient épaule contre épaule, bondissant les allées, bloquant les lourds bancs en bois, et étouffant entièrement la lumière naturelle venant des vitraux. 500 hommes et femmes, se tenant aussi rigides que des statues d'acier, respirant comme une seule et même machine vivante et massive. L'air était épais de l'odeur vive de laine lourde, de polish pour cuivre, et de puissance brute et débridée. Le rire arrogant et aigu des élites d'entreprise était mort instantanément. Le silence soudain dans la chapelle était terrifiant. L'organiste a figé ses mains, planant raidement au-dessus des touches. Les cadres de Wall Street, les gestionnaires de fonds spéculatifs, les mondains avec leur champagne hors de prix, ils étaient paralysés. Ils ont arrêté de chuchoter. Ils ont arrêté de respirer. La terreur primale et pure d'une foule civile ramollie, soudainement piégée dans une pièce avec 500 tueurs entraînés, a aspiré l'oxygène directement hors du bâtiment. Diaz a fait un pas délibéré en avant. Ses lourdes bottes de combat ont percuté le marbre avec un bruit sourd et écœurant. Il n'a pas jeté un regard à mon père. Il n'a pas regardé Sarafina. Il a gardé les yeux fixés droit devant, me regardant directement dans le visage. Puis, c'est arrivé. 500 paires de bottes de combat ont claqué leurs talons ensemble à la fraction de seconde exacte. Le son fut un craquement assourdissant, à faire trembler les os. Il a ricoché sur le plafond en arc, comme l'explosion d'une bombe synchronisée. Il a fait trembler les bancs en bois. Il a fait vibrer les vitraux dans leur cadre de plomb. Diaz a ouvert la bouche. Sa voix ne ressemblait pas à celle d'un invité de mariage. Elle ressemblait au champ de bataille. Ce fut un rugissement guttural et vicieux, qui a déchiré le silence absolu de l'église. Fixe. Présenté. Armes. 500 mains droites se sont levées d'un coup sec, dans une unisson parfaite et terrifiante. 500 saluts tranchants coupant à travers l'air. Ce n'était pas une salutation sociale polie. C'était un mur d'honneur impénétrable, un mur construit entièrement avec du sang, de la guerre urbaine et une loyauté absolue. Ils se fichaient de l'argent assis dans les premiers rangs. Ils se fichaient des robes de créateurs ou des relations d'affaires. Ils étaient là pour leur général. Je suis sorti complètement de la cabine d'essayage. J'ai laissé mes yeux balayer les bancs de devant. Mon père et Sarafina étaient assis dans la section VIP. Ils étaient complètement encerclés.
Ils se recroquevillaient dans les lourds bancs en bois, fuyant physiquement le mur d'uniforme bleu foncé qui pesait sur eux. Le visage de mon père avait la couleur de la cendre sale. Il avait l'air petit. Il avait l'air insignifiant. Et Sarafina, le cerveau, l'architecte de ma misère, son visage était blanc comme du papier, complètement vidé de son sang. La peau autour de ses yeux était tendue et plissée par une panique pure et non filtrée. Des perles de sueur froide parsemaient son front, faisant couler son maquillage parfait et coûteux le long de ses joues en d'affreuses traînées boueuses. Sa posture était complètement brisée. Elle était assise affaissée, les épaules voûtées en avant, ses mains tremblant sur ses genoux. Cette robe en soie ridicule et hors de prix qu'elle portait, ressemblait soudain à un chiffon sale et bon marché, face au poids lourd et honorable des uniformes militaires qui l'entouraient. Elle avait passé toute sa vie à utiliser l'argent et la manipulation pour me traîner dans la boue. Elle avait travaillé si dur pour m'isoler, mais aujourd'hui, elle avait acheté un billet VIP au premier rang, juste pour assister à sa propre destruction absolue. Son masque arrogant de la haute bourgeoisie était complètement écrasé sous les talons de 500 bottes de combat. J'ai regardé son visage terrifié et tremblant. J'ai senti l'envie de sourire, mais je ne l'ai pas fait. Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une réaction. Je ne me suis pas arrêté pour jubiler. Je ne lui ai pas jeté ces mots toxiques au visage. La forme ultime de mépris n'est pas de crier sur votre ennemi. C'est d'effacer complètement son existence de votre réalité. J'ai serré la mâchoire. J'ai redressé les épaules, sentant le poids lourd des 4 étoiles d'argent épinglées à mon col. J'ai levé ma main droite, exécutant un salut lent, parfait et tranchant, en retour à Diaz et à mes marines. Reposez. Armes. Ai-je commandé, ma voix calme, régulière, et portant sans effort à travers la pièce silencieuse. 500 mains se sont abaissées. J'ai commencé à marcher. J'ai marché lentement au milieu de l'allée centrale, avançant à travers cette haie d'honneur faite d'acier et de laine bleu nuit. Je n'ai pas regardé les bancs. J'ai marché droit devant mon père. J'ai marché droit devant Sarafina. Je suis passé devant eux comme s'ils n'étaient rien de plus que d'invisibles fantômes insignifiants, traînant dans un couloir vide. Ils n'existaient plus dans mon monde. J'ai gardé les yeux fixés droit devant. Tout au bout de la longue allée, debout près de l'autel, se trouvait Julien. Il ne portait pas d'uniforme. Il portait un simple costume sombre. Ses mains étaient croisées devant lui, et il souriait. C'était un sourire silencieux et farouchement fier. La guerre psychologique était terminée. J'avais exécuté la parfaite campagne de représailles. Je n'avais pas gaspillé une seule balle. Je n'avais pas versé une seule goutte de sueur. J'avais simplement laissé la vérité rugir assez fort, pour briser les fondations de leurs mensonges. J'ai atteint le bout de l'allée. Je me suis arrêté devant Julien. Il a tendu la main, et a pris ma main calleuse et cicatrisée dans la sienne. J'ai tourné complètement le dos à la foule de fantômes assises dans les bancs derrière moi, prête à fermer enfin la porte sur le passé. La réception de mon mariage n'a pas eu lieu dans la salle de bal d'un hôtel 5 étoiles. Il n'y avait pas de lustre en cristal, pas de caviar hors de prix, et absolument aucun quatuor à cordes. Nous avons loué un hangar d'aviation militaire en activité, juste au bord de la piste. Les immenses portes en tôle ondulée étaient grandes ouvertes sur l'air de la nuit. L'endroit sentait le carburant brut d'avion, le porc rôti, et la bière locale bon marché. Le sol en béton résonnait de rires forts et non filtrés, du lourd tintement de chope en verre épais, et du genre d'histoire de combat sombre et brutal que vous ne partagez qu'avec des personnes qui ont saigné dans la même saleté que vous. C'était bruyant. C'était brut. C'était parfait. Le lendemain matin, le soleil de Virginie a percé à travers les stores inclinés de la fenêtre de notre cuisine. Je me tenais au comptoir, m'appuyant de tout mon poids contre le granit frais, buvant du café noir dans une tasse en céramique ébréchée. Julien était assis à la table en bois, lisant silencieusement un dossier de briefing classifié, ses lunettes repoussées sur l'arête de son nez. Mon téléphone a vibré contre le comptoir en pierre. Une seule notification de mail est apparue sur le verre fissuré de l'écran de verrouillage. L'expéditeur était Sarafina. Pour la première fois en 30 ans, l'objet du message n'était pas une pique passive-agressive. Ce n'était pas un piège conçu pour me faire sentir petite. J'ai posé ma tasse de café. J'ai tapoté l'écran et j'ai ouvert le texte. Il était court. Il puait la défaite absolue et terrifiante. Papa n'arrête pas de dire que tu es une honte. Il est en train de se rendre aveugle à force de boire dans le bureau en ce moment.
Mais quand j'ai vu ces 500 marines se mettre au garde à vous pour toi, quand j'ai vu la façon dont ils te regardaient, j'ai réalisé que c'est cette famille tout entière qui est la vraie blague. Nous avons passé nos vies entières à faire semblant d'être la royauté. Nous avons juste acheté des vêtements chers. Toi, tu as réellement construit une armée. Nous ne saluons pas le sang, Lorraine. Nous saluons la vérité. J'ai fixé le texte noir sur l'écran blanc éblouissant. J'ai attendu la montée d'adrénaline. J'ai attendu le coup lourd et satisfaisant de la vengeance que l'on voit dans les films. Je m'attendais à ressentir le désir brûlant et profond d'en faire une capture d'écran, de l'imprimer, de l'encadrer, et de le leur jeter à la figure lors du prochain dîner de fête. Mais rien n'est venu. Il n'y avait pas de jubilation. Il n'y avait pas de colère. Il y avait juste un espace massif, calme et vide, à l'intérieur de ma poitrine. Mes poumons se sont dilatés, et pour la première fois depuis que j'étais cette petite fille assise à cette table en chêne, l'air m'a paru incroyablement léger. Mon plus grand ennemi, l'architecte d'une guerre psychologique qui avait failli me briser la colonne vertébrale, n'était plus qu'une petite femme pathétique, assise dans une maison calme et hors de prix, réalisant qu'elle était totalement insignifiante. L'apport en oxygène de son cycle de violence était définitivement coupé. Je n'ai pas tapé une réponse brutale et victorieuse. Je n'ai pas sauvegardé l'email pour m'en servir de levier. Mon pouce calleux a bougé sur l'écran. J'ai tapé sur la petite icône en forme de poubelle. Supprimer. J'ai lâché le téléphone face contre la table basse en verre. Le clac sec du boîtier métallique frappant le verre épais a résonné dans la cuisine silencieuse. C'était tout. La plus grande revanche absolue que vous puissiez jamais obtenir, n'est pas de forcer votre ennemi à demander pardon. C'est d'atteindre un point où ses excuses n'ont absolument aucune valeur pour votre survie. Le temps ne s'arrête pas pour les drames familiaux. Il avance, lourd et implacable. 5 ans plus tard, je me tenais sur le bois poli de la plus haute scène de remise de décoration, à l'intérieur du Pentagone. L'éclat aveuglant des flashs des caméras de la presse traversait la grande pièce, rebondissant sur les 4 étoiles d'argent épinglées à mon col. Le projet Aegis n'était plus une pile de papier jeté dans la poubelle en métal d'un général. C'était une machine massive, financée par le gouvernement fédéral. Nous avions contourné les files d'attente brisées du VA. Nous avions sorti des milliers de vétérans de combat de leurs garages sombres, de leurs chambres de motel bon marché, et du bord des ponts d'autoroute. Nous les avions remis sur pied. Nous leur avions rendu leur vie. J'ai baissé les yeux depuis le lourd pupitre en bois. Le premier en n'était pas rempli de cadres d'entreprises cherchant une déduction fiscale. Une jeune femme marine est sortie de la formation de tête, et s'est approchée de la scène. Elle portait un uniforme bleu de cérémonie impeccable. Les boutons en laiton accrochaient les lumières du plafond, polis jusqu'à un éclat aveuglant. Elle s'est arrêtée exactement à 3 pas du podium. Elle a claqué les talons. Le son fut un craquement aigu et violent, qui a fait l'écho sur les murs du Pentagone. Le capitaine Eva Diaz, la fille du sergent-chef Diaz. Elle a levé sa main gantée de blanc dans un salut tranchant comme un rasoir. Elle n'a pas regardé mes cicatrices. Elle m'a regardé droit dans les yeux, avec exactement la même loyauté féroce et indestructible que son père avait montrée, dans la terre irakienne. J'ai levé la main et j'ai rendu le salut. C'était l'héritage de la Valkyrie. Ce n'était pas un compte bancaire gonflé. Ce n'était pas un faux sourire placardé sur la couverture d'un magazine de la haute société. C'étaient des êtres humains, vivants et respirants. C'était le feu de la discipline, transmis à la prochaine génération de combattants. Roosevelt avait raison depuis le tout début. Vous n'avez pas le droit de choisir la lignée dans laquelle vous naissez. Vous pourriez hériter d'une famille qui considère votre cerveau comme une menace, et vos cicatrices comme une blague. Vous pourriez être dépouillé, moqué, et poussé complètement dans le froid par les personnes mêmes qui partagent votre ADN. Laissez-les faire. Vous avez le droit absolu de vous éloigner des lâches assis dans les places bon marché, qui jettent des pierres vers l'arène. Vous encaissez les coups. Vous gardez la colonne vertébrale droite. Et vous construisez votre propre foutue armée à base de cran, de compétences et de loyauté pure. Vous laissez la boue et le sang parler pour vous, et quand vous vous relèverez enfin, la vérité rugira assez fort pour écraser chacun des mensonges qu'ils ont un jour racontés sur vous. J'ai baissé la main, j'ai tourné le dos au flash des caméras, et j'ai quitté la scène. J'avais du travail à faire. La plus grande vengeance n'est pas de détruire vos ennemis. C'est de construire un empire de gloire. Ils n'ont pas l'habilitation nécessaire pour y entrer.
Si vous êtes d'accord, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et commentez Valkyrie ci-dessous. Je veux voir qui est toujours debout.